Aujourd'hui, je vais vous parler de bois, mais je vais aussi vous parler d'autres éléments qui sont autour du bois et qui sont influencés par le bois et par les arbres. Les gaz à effet de serre, il y en a beaucoup, et ces gaz créent dans l'atmosphère une enveloppe qui garde les rayons solaires à l'intérieur et qui cause le réchauffement de la planète. Par exemple, ici, on voit une image qui montre la calotte glaciaire en Arctique en 1979 versus en 2007. Elle s'est réduite et en se réduisant, l'eau, bien sûr, de la glace fond, l'eau s'en va dans la mer, le niveau de la mer augmente, on a des problèmes d'inondation et dans un contexte d'inondation mondiale, on peut arriver à des situations comme ça. Cette image-là n'est pas vraie, mais c'est une possibilité qui peut arriver. Un des gaz à effet de serre est le dioxyde de carbone, CO2. C'est un gaz naturel qui est produit par toute combustion. Présentement, nous faisons de la combustion, nous brûlons de l'énergie qui provient de la nourriture que l'on a mangée ce matin et on produit un gaz qui sort de nos poumons, le CO2. Donc c'est un produit naturel. Le problème, c'est qu'il y en a trop de CO2 dans l'atmosphère. Et depuis 1960, il y a une courbe d'augmentation de CO2 qui est ascendante. Et jusqu'en 2014, où les données ont été prises, elle continue à monter. À l'intérieur de cette courbe, vous voyez des lignes qui montent et qui descendent, des lignes rouges en dents de scie, que je vais expliquer plus tard. Donc le CO2, c'est normal, mais il y en a trop. Et ça cause un problème. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer cette quantité de CO2? Qu'est-ce qui est possible de faire pour le capturer? Ben, c'est une question. On va essayer de répondre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on pourrait inventer une machine qui serait capable d'absorber le CO2? Cette machine devrait être très efficace parce qu'il y en a beaucoup à absorber. Cette machine doit être aussi être économique pour pas que ça coûte trop cher parce que sinon, on ne pourra pas l'utiliser. Cette machine doit être écologique aussi. Cette machine doit être renouvelable. Autrement dit, elle doit se recréer elle-même dans un contexte idéal. Cette machine, elle existe. Cette machine, la voici. Un arbre. Tout simplement. Une plante. Tout simplement. C'est une machine qui peut absorber le CO2 que l'on produit, que l'humanité produit. Tout ce que cette machine-là a besoin, c'est du soleil et de l'eau. Ces deux éléments-là, combinés avec le CO2 de l'atmosphère, peuvent produire des éléments qui sont utiles. Sur cette image, on voit le soleil, on voit une plante, une feuille, et il y a des éléments qui entrent et des éléments qui sortent, des éléments aussi qui peuvent être intégrés à la feuille. Le CO2 provient de l'atmosphère, on en produit. L'eau provient de la terre, des océans, il y en a énormément d'eau. Et il y a un produit qui est fait par la plante, des sucres. Ces sucres peuvent être extirpés de la plante ou peuvent être aussi rester à l'intérieur de la plante. Et le sucre le plus abondant que l'on trouve dans les plantes, c'est le glucose. La formule chimique du glucose, c'est C6H12O6. 6 carbones. D'où viennent ces carbones? Tout simplement du dioxyde de carbone de l'atmosphère. La plante l'absorbe. On en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. H12, les hydrogènes proviennent de l'eau. Et O6, les oxygènes proviennent de l'eau aussi. Lorsque ces molécules de glucose s'assemblent ensemble comme un collier de perles, on obtient une molécule très longue qui s'appelle de la cellulose. Et la cellulose, lorsqu'on la regarde sous un microscope électronique, on voit ces fibres entrelacées. Et lorsque
on se recule et on regarde un arbre ou une plante, on voit ces vaisseaux, ces fibres, cette structure de l'arbre. Et lorsqu'on se recule encore, on voit les cercles de croissance d'un arbre qui correspondent à la croissance de l'arbre au fur et à mesure de l'année. Lorsque c'est l'hiver, l'arbre est en dormance, il ne croît pas. Et lorsqu'il est pendant l'été, il croît. Encore la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, si on s'approche de la courbe et on voit les dents de scie, en été, c'est la basse concentration de CO2 dans l'atmosphère. Cette basse concentration est causée par les arbres qui absorbent le CO2. Le CO2 diminue pendant l'été. On voit ici une image du Canada, de l'Amérique du Nord qui montre que c'est vert. Le CO2 est absorbé, l'arbre grossit, on voit les ronds de croissance. Pendant l'hiver, l'arbre est en dormance et la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente. Depuis le début de l'humanité, l'homme a utilisé des outils, a créé même des outils. Un des plus vieux outils que l'homme a utilisé, c'est le matériel le plus vieux que l'homme a utilisé, c'est la pierre et aussi le bois. On voit ici une lance qui a été découverte en 1997 en Allemagne, et cette lance date de 400 000 ans. Elle a été découverte dans une mine de charbon qui a un taux d'acidité très bas et qui a permis de conserver cette lance. D'autres outils que l'on a utilisés au cours de l'humanité, qui ont été découverts récemment, c'est le dessus d'un puits qui date de 6000 ans, qui était fait en bois aussi. Le bois a été un matériau qui a permis, de 1600 jusqu'à 1800, l'évolution de l'humanité par l'utilisation du bois pour l'énergie et la construction. Cette révolution s'est augmentée avec l'avènement de l'utilisation du pétrole, du béton et de l'acier, et aussi l'avènement de l'utilisation de l'automobile. L'utilisation de l'automobile a permis l'étalement urbain. On ne vit plus nécessairement autour de l'endroit où on travaille. Maintenant, on vit dans les banlieues, en utilisant l'automobile pour se déplacer. C'est une bonne chose de pouvoir avoir un terrain plus grand pour vivre, mais il y a aussi des conséquences sur l'environnement. Émissions de CO2. Lorsque l'on étale la population, lorsque l'on crée des banlieues, on crée de la construction, on crée des maisons. Et l'habitation est le plus grand producteur de CO2 de toutes les utilisations et les constructions humaines. Le deuxième est le transport, 33%. Et le troisième, c'est les industries. Souvent, lorsqu'on regarde des publicités ou les nouvelles, on parle d'industries qui causent des problèmes de gaz à effet de serre, mais le problème majeur est causé par les habitations, par les constructions pour les humains. 47% de l'émission du CO2 est causée par les constructions. Lorsqu'on construit une maison, on a besoin de matériaux. Un des matériaux que l'on utilise, c'est le béton. Le deuxième, c'est l'acier. Et le troisième, le bois. Lorsqu'on crée du béton, lorsqu'on fait du béton, on produit du CO2. Une tonne de béton va produire 0,9 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Pour l'acier, une tonne d'acier produite va générer 1,7 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Pour le bois, c'est le contraire. Une tonne de bois va absorber, va prendre de l'atmosphère 1,5 tonnes de CO2 et en plus va produire une tonne d'oxygène. Qu'est-ce que c'est une tonne de CO2? Au niveau volume, ça correspond à 1 mètre cube de bois. Donc, 1 mètre de haut par 1 mètre de large par 1 mètre de profond. Lorsqu'on construit une maison avec ossature de bois,
d'une dimension comme celle-là, qui mesure environ 2400 pieds carrés, on extirpe de l'atmosphère, on absorbe de l'atmosphère 29 tonnes de CO2. 29 tonnes de CO2, ça correspond à 12 500 litres d'essence. 12 500 litres d'essence, ça correspond à 6 véhicules de moins sur nos routes. Patio et Clôture Beaulieu, c'est mon entreprise. Nous nous spécialisons dans la construction de structures extérieures exclusivement en bois. Nous faisons des patios en cèdre, de toutes les formes, de toutes les grandeurs, pour tous les besoins. Un patio permet aux gens, à notre clientèle, de pouvoir profiter de l'extérieur plus longtemps. S'il pleut, on peut en profiter avec des pergolas avec du polycarbonate, par exemple. Et aussi, en soirée, il est possible d'illuminer notre environnement et de profiter de l'extérieur plus longtemps. On peut aussi amener la cuisine à l'extérieur. Ça nous permet d'en profiter avec nos amis. Les contours de piscine ne sont plus nécessairement faits de pierre ou de béton. On peut les faire avec du bois aussi. On peut créer des courbes avec le bois. On peut créer des environnements qui permettent, dans une petite cour, d'avoir tout ce qu'on a besoin. Dans cette cour ici, à Verdun, on a créé un environnement qui permet à un véhicule de se stationner, ici en haut. On a un cabanon, un espace pour le spa, un lounge, une salle à dîner, une cuisine extérieure, même des chaises suspendues à même la clôture. Bien sûr que tous ces aménagements extérieurs ne se font pas tout seuls. On a besoin de main-d'œuvre. Et ici, on voit Nigel et Mark, deux de nos employés, affairés à créer une rampe spéciale pour un patio. Cette rampe est courbée. Elle a été faite avec des lamelles de cèdre dans lesquelles on a intégré du verre. Une terrasse sur le toit, pourquoi pas? Ça nous permet d'agrandir notre environnement encore. Des clôtures, des clôtures. Ici, cette photo a été prise chez moi. Nous avons fait notre stationnement récemment et nous avons utilisé du pavé uni pour notre stationnement. Mais pas seulement du pavé uni. Nous avons intégré dans le pavé des rondins de cèdre pour créer un chemin intégrant le cèdre et le pavé pour créer une combinaison de matériaux. Un autre matériau, un autre type de bois qu'on utilise provient du Brésil. C'est le ipé. Le ipé a beaucoup d'avantages. Et probablement, son avantage le plus grand, c'est le fait qu'il dure très longtemps. Un patio en ipé peut durer au plus de 40 à 50 ans. Un patio en cèdre dure quand même assez longtemps, on parle de 30 ans environ, mais le ipé encore beaucoup plus longtemps. Il est facile d'entretien et il est aussi très beau. Et lorsque ce ipé provient de forêts bien gérées, où le reboisement est bien contrôlé et où les environnements forestiers sont préservés pour les générations futures, c'est un matériau formidable. On peut faire des terrasses. On utilise surtout le ipé pour le plancher parce qu'il est plus dispendieux que le cèdre. Et le cèdre, on l'utilise pour les structures verticales comme les rampes et les escaliers. Comme je disais tout à l'heure, la certification du bois est importante pour s'assurer qu'on a un renouvellement de cette ressource naturelle. Donc, regardez, lorsque vous achetez du bois, qu'il est certifié. Une autre chose que l'on peut faire avec le bois, c'est la possibilité d'utiliser la structure du bois pour créer des matériaux qui sont beaucoup plus structurellement élaborés pour créer des environnements spécifiques utilisant la force du matériau
aussi sa légèreté. En utilisant les technologies de modélisation et d'informatique, il est possible de créer des structures de bois flexibles de toutes les formes possibles. Cette technologie du bois s'appelle le lamellé collé. On utilise des fibres de bois que l'on colle dans différentes orientations qui donnent au bois plusieurs formes. Ici, à l'Institut fédéral des technologies à Zurich, des étudiants ont créé une structure en bois lamellé collé de cette forme qui a été modélisée auparavant par ordinateur et la voici une fois finie. D'autres exemples, l'un des pavillons de l'Expo universelle de 2000 à Hanover en Allemagne est fait complètement de bois lamellé collé. On voit ici ce que la structure a l'air vue du dessous. Un autre exemple, la métropole Parasol à Séville en Espagne. On voit ici ce que cette structure a l'air une fois qu'elle est montée, on la voit du dessous. Un des avantages majeurs du bois, c'est sa stabilité, mais aussi sa grande flexibilité qui permet au bâtiment de pouvoir résister aux vibrations causées par exemple, des tremblements de terre. En 2009, à Londres, il y a eu la construction d'un édifice à 9 étages. Il n'a pas été fait en acier, il n'a pas été fait en métal, mais en bois. Cet édifice a été bâti en 27 jours et seulement 4 hommes ont été utilisés et il a été terminé 6 mois à l'avance. Voici la modélisation. La construction s'est faite à l'aide de grues et les panneaux ont été faits préfabriqués et installés sur place. Et on voit ici les poutres, tout en bois laminé collé, les divisions intérieures. Un autre exemple, aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, le Richmond Skating Oval le toit de cette structure est fait en bois lamellé collé. Plus près de nous, ici à Québec, l'édifice de fondation de la CSN est fait en bois lamellé collé. On voit ici sa terminaison. Plus près de nous encore, ici à Montréal, le bar Barouf, qui a passé au feu en 2017, a été reconstruit et sa structure est entièrement en bois laminé collé. Au nord du Québec, un pont avec une structure entièrement en bois, lamellé collé. On peut même faire des vélos en bois lamellé collé. Lorsqu'on regarde une image de la région de Montréal, on voit qu'il y a beaucoup d'habitations, peu d'arbres, parce qu'il y a plus de maisons. La population autour de Montréal est environ 4 millions de personnes. L'urbanisation, c'est le mouvement de la population vers les zones urbaines, vers les villes. Présentement, 50% de la population mondiale vit dans les villes. Dans 25 ans d'ici, ce pourcentage de la population va augmenter à 70%. Est-ce possible d'intégrer les arbres et l'urbanisation ensemble pour pouvoir créer un environnement qui, bien sûr, produit du CO2 dans sa construction, mais aussi peut en absorber? À Milan, en Italie, l'architecte Stefano Boeri a produit un design de bâtiments, 2 bâtiments, qui intègrent la végétation. On les voit ici en construction. Il y a eu 900 arbres qui ont été mis dans la construction extérieure de ces 2 bâtisses, 5 000 arbustes et 11 000 plantes. On les voit ici pendant et une fois construits. Donc, il est possible, dans un futur proche, que d'autres bâtiments intègrent aussi les arbres, les plantes, pour pouvoir absorber le carbone de l'atmosphère qui a été produit pendant la construction. Je vais vous parler, pour terminer, de 3 amis. Le premier, à gauche, s'appelle Henry Ford. Vous le connaissez probablement pour, bien sûr, les autos Ford et aussi le développement de la chaîne de montage pour l'automobile. Le deuxième s'appelle Thomas Edison.
Thomas Edison est un inventeur qui a inventé plusieurs choses. Je vais vous les montrer par après. Et la troisième personne, c'est Harvey Firestone. Trois amis qui aimaient bien, à part le travail, passer du temps ensemble dans la campagne, en camping. On les voit ici se raser le matin et ensuite aller déjeuner. Henry Ford, comme je disais tout à l'heure, s'est spécialisé dans la création et l'optimisation de la chaîne de montage pour l'automobile qui a permis la création de l'automobile à bas coût. On voit ici Harvey Firestone discuter avec Thomas Edison du caoutchouc utilisé dans la fabrication des pneus et aussi le caoutchouc qui provient des arbres. On voit ici Harvey Firestone. La personne qui est couchée par terre, qui fait un somme, c'est Thomas Edison. Thomas Edison a été l'inventeur de plusieurs objets de la vie courante. Et on le voit ici en discussion avec Henry Ford. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule à incandescence. Thomas Edison, l'inventeur du phonographe, qui permet d'enregistrer les voix et aussi de les projeter. Thomas Edison, l'inventeur de la pile alcaline. Thomas Edison, l'inventeur de la caméra, l'inventeur de la projection de film. Thomas Edison, qui est mort en 1931. Avant sa mort, lors d'une discussion avec Harvey Firestone et Henry Ford, a dit « Wow, le soleil, je mettrai mon argent sur cette ressource solaire. Il ne faudrait pas attendre qu'on épuise le pétrole et le charbon avant d'utiliser cette magnifique énergie qui est renouvelable et qui peut durer pour toujours. Le soleil, un arbre, de l'eau, permet d'absorber du CO2 et éventuellement, si on utilise les arbres à bon escient et si on garde cette ressource comme une ressource essentielle pour les générations futures, on a de bonnes chances de pouvoir vivre très longtemps. Merci.